Quand on pense aux années 1920, on a à l'esprit l'excès, la décadence, une croissance économique qui était démesurée. Comment on peut penser que ça pourrait arriver dans les années 2020 puis 2030 dans l'environnement qu'on est actuel? C'est normal de se poser la question, puis le but, c'est pas de prédire l'avenir. Quand on regarde une période passée, on peut pas juste dire que ça va être copié, collé, puis on le projette vers l'avenir. Mais il faut quand même apprendre du passé et voir certains points communs. Puis pourquoi je parle des années 1920, puis je vais faire le parallèle aujourd'hui, c'est ici, si on trie certains points clés, on voit une certaine similitude. Ce qui a amené la croissance économique dans les années 20, ça a été entre autres une montée de l'innovation technologique. On fait juste penser au secteur automobile, l'électricité, communication. Ça a vraiment changé la qualité de vie et la productivité des Américains. Puis ça a amené une croissance des salaires, ça a amené une consommation de masse. Et là, on a vu vraiment une économie américaine qui a investi avec le gouvernement dans des secteurs clés. Et on a vu cette croissance-là continuer sa poursuite pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on voit aussi l'émergence de nouvelles technologies. Certaines personnes disent que si on regarde le style de vie qu'on a aujourd'hui par rapport aux années 80, puis on exclurait juste nos écrans, les logiciels, l'Internet, on voit certaines stagnations dans notre style de vie. On a encore des véhicules, un réfrigérateur, une maison, le type de repas, nos habitudes de vie. Il n'y a pas vraiment une grande évolution. Par contre, ces gens-là ne font fi d'un facteur qu'ils ignorent, c'est toute l'innovation qui se travaille en recherche et développement. Puis ça se peut que ça prend des décennies avant qu'on voit l'émergence d'une technologie qui va complètement changer notre vie. Donc, je donne l'exemple. On a fait face à une pandémie et on a pris une vieille technologie sur laquelle on travaillait, les vaccins ARN messagers, puis en dedans de 12-18 mois, on a vraiment changé la réalité de milliards de personnes grâce à cette technologie qui est encore à sa genèse parce qu'on n'a pas encore vu le déploiement de vaccins ARN messagers pour traiter entre autres les cancers, ce qui va arriver. On a vu aussi la facture énergétique fondre dans l'énergie propre avec le coût des batteries, l'énergie solaire. Pourquoi je parle de ça? C'est difficile pour nous peut-être de comprendre parce qu'au Québec, on a le privilège d'avoir l'hydroélectricité à un prix qui est très bas par rapport à ailleurs. Mais si on regarde pour un manufacturier américain, la facture énergétique, c'est significatif. Donc, si soudainement, on peut atteindre des cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, tout en ayant une énergie qui est beaucoup moins dispendieuse que celle qui est utilisée actuellement. Mais pour le même facture énergétique, on peut être beaucoup plus productif. Puis ça va avoir un impact significatif. Je pourrais parler plein d'autres technologies. Je vais parler d'une dernière, celle de l'intelligence artificielle, où on voit, on est au début, surtout pour les développeurs en TI, à quel point cet outil-là peut faire des gains de productivité. Et là, on ne parle pas de fusion nucléaire, on a eu quelques avancées, ordinateur quantique, imprimante 3D, mais comme dans les années 20, on voit une émergence de technologies qui pourraient vraiment avoir un impact sur notre réalité dans les prochaines années. Mais dans cet environnement-là, on devrait être optimiste et dire, écoute, l'avenir nous appartient, l'avenir va être beaucoup plus merveilleux, mais ce n'est pas le cas parce qu'on fait face à des risques réels. Et là, l'idée ici, c'est le but de la présentation, c'est que souvent, on va parler gestion de risque. On va parler des facteurs de risque. Puis c'est des risques à ne pas négliger. On a fait face à des hausses de taux d'intérêt parce que l'inflation était beaucoup plus forte qu'on le pensait. Puis ça va avoir des conséquences. On a des guerres dans le monde qui peuvent escalader. On a des tensions géopolitiques. Puis même à l'intérieur du pays, on a des frictions au niveau des idéologies politiques. On parle depuis longtemps des changements climatiques, mais c'est un défi sur lequel on n'est pas encore adapté. Donc, il y a vraiment des risques. Il faut les prendre ça en considération dans notre thèse d'investissement. Mais des fois, c'est qu'on focus uniquement sur ça, puis on ignore les opportunités. Et je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Et les opportunités en ce moment, pourquoi j'en parle, c'est qu'on commence vraiment à voir, quand je parlais de technologie, même si on est juste au début d'utilisation de certaines technologies, on commence à voir ces impacts-là. Et c'est ce qui m'a amené cette semaine à parler de ce point-là, c'est quand j'ai vu que les gains de productivité sont à leur plus haut depuis 10 ans aux États-Unis. Durant la période COVID, on avait certaines manières de mesurer le gain de productivité qui a amené un certain sommet. Mais si on regarde là, depuis 2014, les Américains n'ont jamais été aussi productifs. Puis comme je mentionnais récemment, le dernier trimestre aux États-Unis, la croissance du PIB, la croissance économique a été beaucoup plus élevée qu'on s'attendait. À un point tel qu'encore cette année, les États-Unis vont croître plus rapidement que la Chine. Puis n'oublie pas que la Chine, on se disait, c'est l'économie numéro 2 dans le monde, mais sa croissance est tellement plus élevée que les Américains qu'elle va être dépassée. Ben, en ce moment, c'est pas le cas. Puis qu'est-ce qui amène ce gain de productivité? Puis pourquoi c'est important que vous surveillez cette donnée-là?
Et ce qui amène les gains de productivité, c'est différents points. Entre autres, dans le monde où on est actuellement, où il y a peu de main-d'œuvre, puis le taux de chômage est bas, une entreprise qui veut assurer sa croissance ne peut pas juste miser sur ressources humaines, elle doit mieux les outiller. Donc, je fais un exemple. Secteur manufacturier, on ramène la fabrication d'Amérique du Nord, ben on va miser sur l'automatisation pour justement accompagner les travailleurs. Durant la pandémie, on a vu vraiment les liquidités dans le système monétaire augmenter. Les particuliers, mais aussi les entreprises ont eu plus de liquidités. Puis les entreprises, entre autres, canalisent ces liquidités-là vers des projets pour croître pour le long terme. Plusieurs études mentionnent que le télétravail aide les employés à être plus productifs parce qu'on élimine un temps de déplacement qui est pas utile. Puis finalement, c'est vrai que ces données-là sont quand même biaisées. Entre autres, dans le secteur technologique, aux États-Unis, on a eu des mises à pied. Évidemment, les entreprises vont délaisser les employés les moins productifs, ce qui fait que ça va aider ces données-là. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi c'est important? C'est le scénario idéal où on pourrait être économiquement, c'est si on a une croissance économique propulsée par des gains de productivité qui va permettre de donner des hausses salariales aux employés sans trop déranger l'inflation. Pourquoi ça peut arriver quand on a un gain de productivité? C'est que le fait d'augmenter la production de biens et services pour la même quantité de travail, ça permet à l'entreprise de déloger des meilleures rentabilités, puis ça lui permet d'augmenter les salaires sans vraiment affecter son coût de production. Et si on est dans un environnement où on produit plus, l'offre augmente et on peut faire face à une demande accrue à cause que les salaires augmentent en proportion. Ainsi, on a une croissance économique sans nécessairement trop propulser, faire galoper l'inflation. Puis pourquoi je parle de ça? Vous venez de voir, on vient d'atteindre un sommet au niveau de la productivité, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inflation? Bien, l'inflation est en train de baisser. Puis au moment que j'enregistre cette vidéo-là, la Banque du Canada publie ses données au niveau de l'indice après la consommation. On a un gain de 3,1 %. On revient vers la cible du 2 %. Puis lorsqu'on regarde l'inflation de base, puis on enlève les facteurs volatiles, l'inflation dans le mois a été de 0,14 %, ce qui est une inflation annualisée de moins de 2 %. On parle d'une donnée d'un mois. Il ne faut pas s'emballer, mais on commence à revenir vers les cibles. Mais pendant ce temps-là, pourquoi l'inflation se calme? Les salaires augmentent. Et les salaires réels après inflation sont supérieurs à ce qui était en 2019. Pourquoi? Bien, entre autres, une explication qu'on peut déduire, c'est qu'on est en train de faire des gains de productivité. Donc, ici, l'idée, c'était de mentionner, comme j'ai dit un peu précédemment, c'est qu'on a des facteurs de risque. Il faut bâtir notre stratégie de portefeuille en fonction de ces facteurs-là de risque, mais il faut aussi être proactif. Puis actuellement, ce qu'on peut observer, si on regarde les données, c'est que l'inflation se calme dans un environnement où les gens gagnent mieux leur vie, avec des technologies qu'on commence à utiliser pour améliorer notre qualité de vie, mais aussi notre productivité. J'espère que vous avez apprécié ce commentaire, puis on se dit à la semaine prochaine.